Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le président de la République au Koweït pour prendre part au 25e sommet arabe. Le président de la République et l'émir du Koweït passent en revue les questions de l'heure et l'agenda du sommet arabe. L'Assemblée nationale adopte le projet de loi des finances pour l'année 2014. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Mais avant le développement de ces titres, ce message de condoléances adressé par le président de la République au roi d'Espagne, Juan Carlos Ier, suite au décès hier du premier chef du gouvernement espagnol, Adolfo Suárez, décès survenu dans une clinique à Madrid. En cette douloureuse circonstance, le président de la République a exprimé à Sa Majesté et à travers lui au peuple et au gouvernement espagnol ses sincères condoléances et son entière compassion. Je vous le disais en titre, le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Abdelaziz, se trouve depuis ce soir à Koweït City, qui abritera à partir de demain le 25e sommet ordinaire de la Ligue arabe. Le président de la République a été salué à sa descente d'avion par l'émir de l'État du Koweït, Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, entouré des hauts responsables de l'État. Était également à l'accueil du président de la République le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil El-Arabi. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a eu un premier entretien avec son hôte koweïtien dans le salon d'honneur de l'aéroport portant sur les questions de l'heure ainsi que l'ordre du jour du 25e sommet de la Ligue arabe, mais aussi des relations de coopération entre la Mauritanie et le Koweït. Le 25e sommet arabe débutera demain dans la capitale koweïtienne. Parmi les responsables questions inscrites à l'ordre du jour de ce sommet, les dossiers syriens et palestiniens et la lutte contre le terrorisme. Compte rendu de Malika Naqli. La 25e session ordinaire du sommet de la Ligue arabe se tient à Koweït City dans une conjoncture particulière où plusieurs pays arabes sont en proie à des turbulences et des conflits armés, d'où l'extrême importance de ce sommet. À ce sommet participe le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, qui a accédé à la présidence en exercice de l'Union africaine en reconnaissance du dynamisme de la diplomatie mauritanienne ces dernières années et de ses efforts en faveur de la paix, de la sécurité et du développement de l'Afrique. La Mauritanie avait occupé la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et joué un rôle prépondérant dans les crises libyennes, ivoiriennes et plus récemment dans la crise au Mali.
Ce 25e sommet ordinaire de la Ligue arabe, auquel participe le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, verra la Mauritanie jouer un rôle de premier plan dans la recherche de solutions à la situation sur les terrains au Proche-Orient, en Syrie et dans la lutte contre le terrorisme qui gangrène tout effort de développement. Un certain nombre de résolutions et projets de loi destinés au Conseil socio-économique de la Ligue arabe seront soumis au sommet pour leur adaptation dans leur forme finale. En route pour le Koweït, l'avion présidentiel a effectué une escale technique à N'Djamena, capitale du Tchad. L'occasion pour le président de la République de s'entretenir avec son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, qui l'a accueilli à son arrivée à l'aéroport sur un ensemble de sujets relatifs à la coopération bilatérale et aux questions d'intérêt commun. Le président de la République avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Koweït City. Il a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott et la présidente de sa communauté urbaine et le chargé des affaires à l'ambassade de l'État du Koweït en Mauritanie. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné de Mme Mariam Tahmed Dit Tekber, première dame, et d'une importante délégation comprenant notamment M. Ahmed Ould-Tagaddi, ministre des Affaires étrangères de la coopération, Sidi Ould-Tah, ministre des Affaires économiques et du développement, Ahmed Ould-Bahia, directeur du cabinet du président de la République, Sidi Mohamed Al-Boubakar, représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, M. Abdallah Ben Ahmed, chargé de mission à la présidence de la République, Sidney Sorna, chargé de mission à la présidence de la République, Ahmed Oullebah Di Ahmeda, conseiller à la présidence de la République, Mohamed Ould-Talib, chargé de mission à la présidence de la République, Mohamed Saad Ishaq Sidelamine, conseiller à la présidence de la République, Izid Bihoul Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État, Oueddadi Ould Sideheba, ambassadeur directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères de la coopération, Mohamed Abdallah Ould Zaidan, chargé d'affaires de l'ambassade de Mauritanie au Koweït. Les relations de coopération entre notre pays et le Sénégal étaient également au menu de l'audience que le Premier ministre, Dr Moulay Mohamed Laghdaf, a accordée au ministre sénégalais des infrastructures, du transport terrestre et du développement, Thierno Alassane. Le ministre sénégalais a remis à cette occasion au Premier ministre un message de Macky Sall, président de la République du Sénégal, adressé au président de la République. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Yahya Al-Haddamine, et de l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays, Mamadou Kane. À sa sortie de l'audience, le ministre sénégalais a déclaré que sa visite dans notre pays lui offre l'opportunité de discuter avec son homologue mauritanien des projets relatifs au transport et aux équipements. Nous l'écoutons. Toujours un grand plaisir et un honneur que d'être reçu par M. le Premier ministre de la République islamique de Mauritanie. Je suis porteur d'un message d'amitié et de fraternité de son Excellence le Président Macky Sall à son ami et frère le Président Mohamed Ould Abdelaziz, qui ont des liens continus,
des échanges fréquents. Vous vous souviendrez des 2 visites de travail qui ont eu lieu récemment et qui ont été le couronnement vraiment de beaucoup d'autres moments de contact et d'échange. Des engagements importants avaient été pris et il nous appartient de faire en sorte que ces engagements soient traduits en actes dans les meilleurs délais. Et c'est dans ce sens que je suis là également aujourd'hui pour ce qui concerne le pont de Rosso et le transport routier. Tout en sachant que comme nous partageons le point de vue avec les autorités mauritaniennes, les autorités sénégalaises, que la meilleure façon de vivifier et de magnifier les relations entre les 2 pays, ce n'est pas simplement par des paroles, mais c'est de nous engager dans des projets communs qui permettront de mieux marier, j'allais dire, les intérêts des 2 pays sur le domaine économique, social, culturel. Et c'est pourquoi aussi il y a un autre projet important de l'énergie que nous allons importer à partir de la Mauritanie, mais disons dans un projet qui peut être même considéré comme un projet commun. Après l'OMVS, après d'autres projets de cette envergure, nous allons véritablement poser les bases d'une coopération, j'allais dire, éternelle entre nos 2 pays. Les 2 ministres ont d'ailleurs présidé ce matin la réunion de travail de la délégation des experts sénégalais et mauritaniens dans le domaine du transport terrestre. L'accent a été mis à cette occasion sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale, particulièrement en matière de transport terrestre et d'échanges entre les 2 pays. Aminata Khan. Le développement du transport terrestre, la promotion des infrastructures routières et le renforcement de la coopération entre la Mauritanie et le Sénégal sont entre autres les points qui ont été débattus lors de la rencontre des experts des 2 pays dans le domaine terrestre. Une opportunité pour le ministre de l'Équipement et du Transport, Yahya Ould Hadamine, d'affirmer que sans l'investissement, le transport terrestre ne peut se développer. L'État mauritanien, a-t-il dit, conscient de ce fait, s'attelle toujours au respect des conventions signées avec les partenaires. Yahya Ould Hadamine, ministre de l'Équipement et du Transport, a également rappelé les nombreux projets et réalisations d'infrastructures routières durant ces 4 dernières années, notamment le projet routier entre la Mauritanie et le Sénégal, projet qui s'étend sur tout le long du fleuve. Le ministre a en outre souligné que le projet, une fois concrétisé, va faciliter le trafic des biens mobiles et immobiles entre les 2 pays. Le ministre sénégalais des infrastructures, du transport terrestre et du désenclavement a déclaré que la dynamique des rapports séculaires entre les 2 pays doivent répondre aux ambitions des 2 peuples. Ce genre de visite de travail devrait précisément servir à revivifier et à rehausser la qualité de nos relations. Nos ancêtres ainsi que nos prédécesseurs ont chacun, en ce qui le concerne et à chaque moment, porté un peu plus haut, malgré les vicissitudes de l'histoire, nos relations communes. Mais incontestablement, nos 2 chefs d'État, le président Macky Sall et le président Ould Abdelaziz, à travers des visites historiques, ont donné des signes incontestables pour que nos relations aillent davantage de l'avant. Compte tenu des volumes d'échanges entre les 2 pays liés outre mesure par les relations séculaires, le renforcement des infrastructures routières contribuera à impulser davantage la coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Sénégal. Nous restons dans ce volet de la coopération mauritano-sénégalaise pour signaler que notre ambassadeur à Dakar, M. Mohamed Amin Laboy Cheikh Al-Hadrami, a présenté vendredi au président sénégalais Macky Sall les lettres de créance l'accréditant en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République islamique de Mauritanie auprès du Sénégal. Le nouvel ambassadeur en a profité pour transmettre les salutations du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, au chef de l'État sénégalais, ainsi que ses souhaits de succès et de prospérité pour le peuple sénégalais frère. En retour, le président sénégalais a chargé l'ambassadeur de me transmettre ses salutations au président de la République et ses vœux de succès et de prospérité pour le peuple mauritanien.
L'actualité parlementaire a été dominée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la discussion depuis l'adoption du projet de loi des finances pour l'année 2014. C'était au cours d'une plénière à laquelle le ministre des Finances, M. Thiam Djambar, a représenté le gouvernement. Ouakar Baylaba. 435 milliards 830 millions 345 400 ouguiya, c'est le montant du budget de l'État pour 2014. Un budget qui servira à faire fonctionner toutes les administrations du pays. Le budget d'investissement s'élève à 250 milliards d'ouguiya, soit une augmentation de 15,4 milliards d'ouguiya par rapport à la loi des finances rectificative de 2013. S'agissant du budget de fonctionnement, il a augmenté de 3,8% des crédits alloués aux dépenses courantes. Et concernant les variations enregistrées par les grandes masses des dépenses de fonctionnement, voici comment elles se présentent. Les traitements et salaires ont progressé de 3,03 milliards d'ouguiya, soit une hausse de 2,92% par rapport à 2013. Par ailleurs, le rapport de la Commission des finances mentionne que les dépenses sur biens et services ont augmenté de 3,72 milliards d'ouguiya, soit une hausse de 6,06% par rapport à 2013. Une augmentation qui suffit à compenser l'impact de l'inflation et à booster la marge de manœuvre des administrations qui restent appelées à rationaliser cette catégorie de dépenses. En ce qui concerne les subventions et transferts, ils ont augmenté de 2,11 milliards d'ouguiya, soit 3%, attestant de la volonté du pouvoir public de poursuivre les activités du programme ML. Le rapport relève en outre que les intérêts sur la dette ont enregistré une baisse de 1,2 milliard d'ouguiya. Et certains députés n'ont pas manqué de soulever certaines interrogations concernant l'augmentation de taxes sur certains produits. Et en réponse à leurs interrogations, le ministre des Finances, M. Thiam Djambar, il a rassuré les députés que leurs recommandations seront exécutées, faisant remarquer que le nouveau budget permettra de financer convenablement tous les programmes de développement à travers le pays. Nous restons dans l'hémicycle qui a abrité également cet après-midi la conférence des présidents réunis sous la présidence du député Mohamed Ould Mohamedou, vice-président de l'Assemblée nationale. La conférence des présidents a passé en revue les projets de loi soumis par le gouvernement et identifié ceux qui seront examinés au cours de la période qui reste de la session parlementaire, ainsi que le calendrier des futures plénières de l'Assemblée nationale. Le gouvernement était représenté par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Maître Sidi Mohamed Maham. Au niveau de la Chambre haute, les sénateurs réunis en plénière ont pris acte de deux projets de loi. Le premier relatif à la loi des finances initiales et le second portant sur l'adoption de la convention de crédit destinée au financement du projet de construction de la route d'Aouénat Zbil à Del Bagro. Abdelrahman Hamad. Cette réunion des présidents tenue sous la présidence du monsieur El Haj Abdoulba, vice-président du Sénat, a été consacrée à l'examen de deux projets de loi soumis par le gouvernement. Le premier porte sur la loi des finances initiale 2014 et le second autorise l'adoption de la convention de crédit signée entre notre pays et le Fonds saoudien de développement destiné au financement du projet de construction de la route d'Aouénat Zbil à Del Bagro. Le dépôt de ces deux projets de loi a eu lieu au cours d'une séance plénière où ils étaient transmis aux commissions habilitées pour étude. Par ailleurs, la commission chargée des finances au Sénat a tenu une réunion sous la présidence du sénateur Soumaré Omar, en présence du ministre des Finances, M. Thiam Djambar, qui a présenté devant cette commission le budget de l'État. Au chapitre de la justice, 60 participants issus de différents départements ministériels et institutions prennent part depuis aujourd'hui à un atelier sur l'actualisation du Code des obligations et des contrats. Le ministère de la Justice vise à travers cet atelier à adapter le Code des obligations et des contrats aux besoins de notre société. Compte rendu de Salem Majboursel. La rencontre a porté sur les objectifs visés par la révision du Code des obligations et contrats.
un code qui doit être réadapté aux mécanismes inspirés de la juridiction et droit universel. Le document qui a servi de matière à débat ce matin tient compte des réalités de la Mauritanie en matière d'obligations et contrats. La réforme est destinée à lever les obstacles d'ordre socio-culturel, administratif ou coutumier qui peuvent handicaper l'action de la justice lorsqu'elle est sollicitée en vue de la résolution des différends nés du non-respect des contrats passés entre différentes parties. Le ministre de la Justice à la cérémonie d'ouverture, M. Sidi Ould Zeine, a mis l'accent sur la nécessité d'harmoniser les textes juridiques dans ce domaine. Le ministre demandera à cette occasion aux participants de saisir l'opportunité offerte par la présente rencontre pour contribuer à la réussite de la réforme. L'atelier a profité aux représentants des différents départements ministériels, au secteur privé et à la société civile. Nous allons à présent nous rendre au Haouz al-Sharqi et précisément dans sa capitale, Nema, dans laquelle se trouve le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Mohamed Ould Ahmed Salem Mohamed Rara entreprend cette visite pour s'informer sur le fonctionnement des services relevant de son département ainsi que des problèmes auxquels ils font face en vue de leur trouver les solutions appropriées. Du Haouz al-Sharqi, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation visitera les wilayas du centre et du sud. Il est accompagné du chef d'état-major adjoint de la Garde nationale, du directeur adjoint du groupement général de la sécurité routière et de la direction générale de la sûreté nationale. Ici à Nouakchott, la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports était elle aussi de passage ce matin dans des directions relevant de son département. Moussa Ndiaye nous fait le résumé de cette visite. Dans le cadre de sa visite d'information et d'orientation au niveau des services relevant de son département, Madame Fatma Val Mitessoina, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, s'est rendue aujourd'hui au siège du Comité olympique mauritanien et à l'Institut supérieur pour la formation des cadres de la jeunesse et des sports. Au Comité olympique mauritanien, Dr Mohamed Mahmoud Oulouma, président de cette structure olympique, a présenté un exposé sur les activités du comité qu'il dirige. Il a mis l'accent sur le rôle que jouent les fédérations nationales olympiques dans le but de rehausser le niveau du sport national. À l'Institut supérieur pour la formation des cadres de la jeunesse et des sports, Madame la ministre a saisi cette occasion pour s'informer sur l'agenda de cet institut, qui constitue non seulement le poumon de la formation des bases des activités de son département, mais aussi cet institut évolue en parallèle avec d'autres structures dans le domaine de la recherche scientifique. Au cours de cette visite, plusieurs cadres du département et acteurs opérant dans le domaine de la jeunesse et des sports ont présenté quelques problèmes liés à leur secteur d'activité en vue de trouver des solutions pour améliorer leur rendement. En réponse, Mme Fatma Val Mitessoina, ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, n'a pas manqué de souligner les efforts des uns et des autres qui, dit-elle, ont beaucoup contribué à la réussite de plusieurs activités nationales et internationales. Elle a ajouté que la haute autorité du pays accorde une grande importance à la formation des bases et au renforcement des capacités. Dans toutes ces visites, doléances, observations et critiques, que les différents acteurs du département ont présenté à Mme Fatma Val Mitessoina seront désormais au menu des actions du département. Au chapitre toujours des activités des membres du gouvernement, la réunion que le ministre secrétaire général du gouvernement, M. Diallo Mamadou Batia, a tenue aujourd'hui avec les secrétaires généraux des ministères. Cette deuxième réunion mensuelle a examiné la mise en place d'une institution spécialisée dans l'accueil des visiteurs de l'administration au niveau de tous les départements ministériels. La réunion a été également marquée par la présentation de la base de données de gestion électronique des documents administratifs utilisés au niveau de la direction générale pour coordonner l'action gouvernementale. Une célébration, celle de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Dans notre pays, le nombre de personnes touchées par cette pandémie a connu, d'après les autorités sanitaires, une légère régression en 2013.
Plus de précisions avec Ezia Edara. Le manque de conscience de la gravité de la tuberculose chez les atteints de cette pathologie et le non-respect de leur traitement contribuent de près à la propagation de cette maladie. Les malades sont de nos jours plus de 8 millions à travers le monde. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C'est une opportunité pour nous de sensibiliser nos populations afin qu'ils puissent se diagnostiquer à temps et pour qu'ils puissent se traiter et prendre le traitement correctement, c'est-à-dire jusqu'au bout. Peu sont les malades de la tuberculose qui se rendent dans les centres de santé pour des soins. Mais il reste nombreux ceux qui sont atteints de cette maladie et qui le cachent à leur entourage. C'est ça, les tuberculeux. Leur nombre a considérablement diminué. Selon les données fournies en 2013 par les statistiques, un peu plus de 2500 malades. Le nombre d'inscrits dans les centres de soins était auparavant 2 fois ce nombre. On demande à la population de se traiter correctement, de prendre le traitement correctement durant la période prévue par le médecin. Il y a entre 6 à 8 mois. Et le malade peut prendre le traitement pendant 1 mois, 2 mois, il va se sentir guéri, mais cette guérison, c'est une guérison apparente. Il ne faut pas qu'il se laisse trahir par cette guérison et il faut continuer le traitement pendant toute la durée. En ce 24 mars, journée mondiale de la tuberculose, la Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, la commémore. Cette année, la célébration de cette journée s'est tenue dans le centre de santé d'Elmina. Supervisant la cérémonie, le secrétaire général de la santé par intérim s'est exprimé. Il a affirmé qu'une vaste campagne de sensibilisation va se tenir dans toutes les wilayas du pays, précisant que ces campagnes vont axer leur sensibilisation sur l'importance du traitement jusqu'à la guérison totale. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a quant à lui mis l'accent sur les efforts mis en place pour lutter contre cette pandémie. Tous les partenaires peuvent contribuer notamment avec les approches innovantes à garantir à toute personne atteinte de tuberculose l'accès au diagnostic, au traitement et à la guérison. Mesdames, Messieurs, la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose donne la possibilité de sensibiliser au fardeau que représente cette maladie dans le monde et à la situation des efforts de prévention et de lutte. Elle est aussi l'occasion de mobiliser l'engagement politique et social pour progresser davantage. Les progrès pour atteindre les cibles mondiales de baisse du nombre de cas et des décès ont été impressionnants ces dernières années. Chercheurs, médecins et les nombreux spécialistes opérant dans ce domaine restent unanimes sur la gravité de cette maladie, qui ne peut se circonscrire qu'à travers un traitement régulier. Nous passons maintenant à la CENI qui vient d'organiser une session de formation au profit de ses responsables au niveau central et régional. Cette formation maintenant achevée visait à doter les concernés de connaissances techniques relatives à l'opération de recensement à vocation électorale complémentaire qui sera organisée dans la perspective des élections présidentielles. Compte rendu de Rabia Deida. Durant 5 jours, les présidents et membres des antennes régionales et locales de la Commission électorale nationale indépendante ont bénéficié d'une formation au cours de laquelle ils ont pu suivre des exposés traitant des questions juridiques et techniques relatives à l'organisation des élections, notamment le code électoral, le processus électoral, la campagne électorale, les opérations de vote, les relations avec les partenaires du processus électoral et l'observation électorale. Au cours de la clôture de ce séminaire, le secrétaire général de la Commission électorale nationale indépendante, M. Abderrahman Oulhamza, a rappelé aux participants le mandat important et sensible dont ils ont la charge, notamment la réalisation d'un recensement administratif à vocation électorale complémentaire et l'organisation des prochaines élections présidentielles sur toute l'étendue du territoire national et dans certaines circonscriptions électorales à l'étranger.
Il a précisé que le recensement complémentaire vise à réviser le fichier électoral et à compléter la liste électorale qui servira de base aux prochaines élections présidentielles, en y incluant les citoyens qui n'avaient pas été recensés en 2013 et ceux qui auront 18 ans à la date du prochain scrutin, et les Mauritaniens établis à l'étranger qui disposent d'un passeport en cours de validité. Il a mis en exergue l'importance d'œuvrer avec sérieux, détermination et responsabilité à la réalisation de la mission qui incombe au président et membres des antennes régionales et locales de la CENI, à savoir de mettre au point une liste électorale exhaustive et fiable sur laquelle seront organisées les prochaines élections présidentielles. Rappelons que les présidents et membres des antennes régionales et locales ont été nommés par délibération numéro 0039 en date du 17 mars 2014, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi organique instituant la Commission électorale nationale indépendante. Le huissier est un nom que nous est familier à tous et qui renvoie à une fonction judiciaire. Mais de quelle fonction s'agit-il? C'est la question que sans doute beaucoup de nos concitoyens se posent. Justement, ce reportage que vous allez suivre, réalisé par Mohamed Abdallah Ab, apporte des éléments de réponse sur la fonction et le rôle de l'huissier. Ce n'est pas un magistrat ni un avocat, pourtant sa profession est indispensable dans un état de droit. L'huissier de justice est en effet chargé de l'exécution des titres judiciaires et administratifs. Selon la loi mauritanienne, il est un officier public et auxiliaire de la justice. L'huissier est chargé de faire toute signification, toute notification, tout constat, toute protestation et l'exécution des décisions administratives et judiciaires. Là où il y a un justiciable, il y a un huissier. Donc la fonction d'huissier, elle est partout. Elle est nécessaire pour l'état de droit. L'huissier de justice en Mauritanie rencontre certains défis, des défis qui compliquent plus ou moins l'exercice de ses tâches. Citons à titre d'exemple l'absence d'un système général des adresses dans les différentes villes du pays, la nécessité d'une harmonisation de l'arsenal juridique, l'effectif très réduit des huissiers, dû à l'absence de concours de recrutement depuis plusieurs années. On n'a pas une culture juridique, donc le fait d'avoir, de se communiquer avec ses citoyens, les justiciables, c'est difficile. Et pour l'exécution, on a un problème fondamental qui n'existe pas chez les autres pays. Vous avez les adresses qui ne sont pas connues des citoyens. Selon certains observateurs, la réforme de la justice doit permettre aux huissiers d'exécuter également les décisions administratives pour plus d'équité et de transparence. La ville de Nouadhibou est en passe d'être éclairée à partir du gaz butane et du fuel. 8 groupes électrogènes d'une capacité totale de 2400 tonnes ont été débarqués aujourd'hui sur l'aire de l'extension du port autonome de Nouadhibou. Plus de précisions avec le chargé de communication de la Somelec. Assisté au début du débarquement des groupes électrogènes fabriqués et destinés à la centrale Djal 120 MW en cours de construction à Nouakchott. Leur débarquement prendra 3 à 4 jours. Leur acheminement vers Nouakchott sera achevé après 1 mois et demi environ. Les autorités administratives et sécuritaires ont pris l'ensemble des mesures nécessaires pour sécuriser l'acheminement de ces groupes, de ces engins vers Nouakchott dans les meilleures conditions. Cette tranche d'une puissance globale de 120 MW va être suivie par deux autres tranches, l'une d'une puissance de 60 MW et une troisième tranche de 120 MW pour totaliser une puissance de 300 MW qui va pouvoir sécuriser l'approvisionnement du pays à moyen et long terme et pouvoir exporter la capacité excédentaire vers les pays voisins. Les festivités de la semaine de la francophonie ont pris fin hier soir.
Plusieurs activités ont émaillé cet anniversaire marqué par des exposés, des colloques ainsi que des soirées culturelles animées par des groupes artistiques en présence d'un parterre de personnalités nationales, politiques et culturelles. Et maintenant, un bref tour d'horizon de ce qui fait l'actualité dans le monde avec Babacar Ndiaye. La Guinée en alerte après la découverte de 3 cas de fièvre hémorragique ayant provoqué la mort de 2 personnes dans la capitale Conakry. Les autorités qui n'ont pas encore admis l'existence du virus Ebola ont pris des mesures spécifiques et renforcé la protection dans les zones touchées. Le ministère de la Santé guinéen a demandé aux populations de garder le calme et la sécurité, affirmant que la maladie restait sous contrôle. Plusieurs pays voisins de la Guinée, dont le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ont réactivé leur système de surveillance épidémiologique. La justice égyptienne a condamné à mort 529 partisans du président islamiste Mohamed Morsi destitué par l'armée. Ce verdict est une catastrophe et une mascarade, a réagi le réseau arabe pour l'information sur les droits de l'homme. Le système judiciaire égyptien est entièrement indépendant et en aucune manière influencé par l'exécutif, s'est défendu dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères égyptien. De nombreux dirigeants des frères musulmans déclarés organisations terroristes par le pouvoir sont actuellement derrière les barreaux et encourent la peine de mort, à l'image de Mohamed Morsi. Le Morning Glory est arrivé dimanche au large de Tripoli après avoir été restitué samedi par la marine américaine à la Libye. Les 3 Libyens qui étaient à bord ont été également remis à la police libyenne. Le navire chargé 234 000 barils de brut vendus illégalement par les rebelles autonomistes de l'Est de la Libye qui bloquent depuis juillet 2013 les terminaux pétroliers du port d'Al-Sedra. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République au Koweït pour prendre part au 25e sommet arabe. Le président de la République et l'émir du Koweït passent en revue les questions de l'heure et l'agenda du sommet arabe. L'Assemblée nationale adopte le projet de la loi des finances pour l'année 2014. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme.